Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webcast de la filière Marie qui porte sur les apports de la génétique dans les maladies rares immuno-hématologiques. Pour ce webcast, nous avons donc trois tandems experts, cliniciens et biologistes spécialisés en génétique qui vont aborder successivement les neutropénies, les pathologies des télomères et les cytopénies auto-immunes et déficits immunitaires. Vous pouvez poser les questions via le chat. On va aborder les trois thèmes de manière successive et ensuite on abordera les questions. J'en profite pour dire que les précédents webcasts de la filière Marie sont accessibles sur la chaîne YouTube. Sans plus tarder, on commence par les neutropénies avec le professeur Christine Bellanet-Chantelot et le docteur Jean Donadieu. Christine, c'est à vous. Alors, en fait, c'est Jean qui commence. Peu importe. Excusez-moi. Un mot d'abord sur le contexte. Tout interniste, tout hématologue et tout pédiatre connaît les neutropénies et on ne va pas parler de toutes les neutropénies. On estime en France qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui sont neutropéniques, c'est-à-dire qui vivent avec moins de 1500 neutrophiles par millimètre cube sur leur prise de sang. Et parmi ceux-ci, un tout petit nombre, on estime environ à 1500, sont porteurs de neutropénies dites congénitales qui sont en lien avec une pathologie constitutionnelle. On les suspecte parmi l'ensemble des neutropénies si ces personnes présentent des neutropénies sévères, présentent une gingivostomatite ou présentent des comorbidités, c'est-à-dire d'autres pathologies associées à la neutropénie, que ce soit une cardiopathie, que ce soit une atteinte neurologique ou toute autre atteinte. Donc si on prend ce groupe de patients, les neutropénies congénitales, on peut mesurer l'apport majeur de la génétique sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la compréhension de l'histoire naturelle de ces patients et en regard les prises en charge qui sont mises en place, sachant que c'est des maladies chroniques qui vont concerner la vie entière. Et le deuxième apport, c'est de considérer que ces découvertes génétiques ont permis, avec tout un travail d'études fonctionnelles, de mettre en place des thérapeutiques spécifiques. Un rappel, les neutropénies chroniques génétiques ou neutropénies congénitales sont très hétérogènes dans leur phénotype, mais associent dans des degrés variables pour chaque sous-type des infections bactériennes, une gingivostomatite, des comorbidités, donc j'ai dit le cœur, le système nerveux central, le pancréas, l'os, et un risque leucémique. Si ça aboutit à une grande hétérogénéité des phénotypes qui sont en partie recouvrants, c'est-à-dire qu'en fait, deux maladies génétiques différentes peuvent avoir des aspects assez semblables. Ceci correspond à une grande hétérogénéité du génotype, et si on regarde en détail, on a à ce jour 43 génotypes connus, et probablement on sait qu'il va y en avoir d'autres derrière. On sait que globalement, le génotype est déterminé dans environ 80% des cas, et on a 20% des cas où il y a encore un travail moléculaire de recherche qui va nous permettre de mieux comprendre ces maladies. Et pour un certain nombre de ces maladies, et c'est les petits carrés rouges, on a une ouverture à travers la génétique vers une thérapeutique. Alors, un mot pour donner quelques exemples. 43 maladies, bien entendu, on n'a pas le temps de développer. Globalement, ces maladies sont à risque de leucémie secondaire et de myélodysplasie. Et ce risque, il n'est pas banal, puisqu'il est quand même de l'ordre sur l'ensemble de cette population, nous on les a dans le registre français avec environ 1200 patients, eh bien on a un risque à 40 ans d'environ 25% de leucémie secondaire. Mais ce risque, il est variable selon le génotype. Le pire, en quelque sorte, c'est GATA2. GATA2 est une maladie complexe, mais une partie des GATA2 sont déterminées sont diagnostiquées devant une neutropénie. Mais la deuxième maladie avec un risque très élevé, c'est le Shwachman. GATA2, c'est de 80% à 40 ans. Shwachman, c'est pratiquement
40% à 40 ans. Et les autres maladies, neutropénie génétique avec un risque moindre, c'est les élanes et d'autres neutropénies, je ne citerai pas les noms, qui ont un risque de l'ordre de 15%, ce qui est déjà très important. Donc ça, c'est le risque donc, leucémique est lié au génotype. Deuxième information importante, la mortalité. La mortalité de cette population, de cette petite population, est importante, mais elle est très variable selon le génotype. En dessous, vous avez une courbe qui est le syndrome de Barth. La mortalité dans le syndrome de Barth est une mortalité très précoce dans la petite enfance, et puis après, c'est relativement stable. Au-dessus, vous avez le syndrome de Schwarzman, avec le syndrome de Gata2, pardon, je lis pas bien mes diapos, qui montre qui a une mortalité importante, mais plutôt progressive chez les adultes jeunes. Et enfin, le Schwarzman, qui a une mortalité importante, mais à partir de 40 ans. Donc, en tout cas, on peut déterminer des profils évolutifs selon le génotype. Et on a surtout, et c'est ça quand même l'intérêt aujourd'hui, des approches thérapeutiques qui vont être ouvertes par la génétique. Alors, c'est des maladies qui portent des noms exceptionnels que personne ne retient ici, mais quand même, je peux les citer. Glycogénose 1B et neutropénie G6PC3. Ce qui est remarquable, c'est qu'on sait que ces deux maladies qui sont très distinctes sur leur phénotype sont liées à un déficit d'un complexe qui s'appelle la glucose-6-phosphatase. Et cette anomalie de la glucose-6-phosphatase entraîne une accumulation d'un sucre, un sucre que personne ne s'occupe, le 1,5-anhydroglucitol. Mais toujours est-il que si vous donnez un antidiabétique de la classe des SGLT2, vous faites uriner ce sucre en excès et vous libérez les neutrophiles. Donc vous traitez ces deux maladies, non pas avec du G-CSF, voire une crève de moelle, mais simplement avec un antidiabétique oral. Autre exemple, le syndrome WHIM et l'axe CXR4. Le syndrome de WHIM est un syndrome qui associe des verrues et une particularité hématologique qui s'appelle la myélocathexis. Et puis des infections, bien sûr. Maintenant, le médicament va avoir l'AMM pratiquement au mois de mai, on est à peu près certain, le dossier est passé à l'EMEA, et on a un médicament spécifique qui inhibe le gain de fonction de CXR4 et qui va libérer les neutrophiles sans GCSF, c'est un médicament par voie orale. Troisième exemple, le syndrome de Schwarzman, l'hématopoïèse clonale, donc le risque leucémique chez ces patients, est très spécifique. Il est maintenant bien compris à travers les anomalies moléculaires qui se succèdent. Et on peut même, parce qu'on a déterminé des facteurs protecteurs dans cette hématopoïèse clonale, imaginer des inhibiteurs. Alors, c'est des inhibiteurs de EIF6 qui puissent améliorer cette situation. Dernier exemple de situation thérapeutique, c'est le syndrome de Barth. Le syndrome de Barth, c'est neutropénie plus une cardiomyopathie. Et bien maintenant, on a une molécule qui s'appelle l'élamiprétide qui permet d'améliorer, voire complètement de réverser l'anomalie biologique qui est présente chez ces patients et qui permet de tirer d'affaire des nouveau-nés avec des cardiomyopathies. Donc clairement, la génétique nous a ouvert cette porte, outre tout ce qui peut être trouvé à travers la génétique et la classification. Et je repasse la parole à Christine Bellannay. Donc, les neutropénies congénitales sont des maladies très hétérogènes d'un point de vue génétique. Une quarantaine d'étiologies sont connues, mais ça, c'est un dénominateur qui est commun à beaucoup d'autres maladies génétiques. Ce qui est aujourd'hui, donc le diagnostic repose sur une technologie qui est le séquençage à haut débit, avec trois approches. Soit il s'agit d'une analyse ciblée, c'est-à-dire qu'on va cibler un panel de gènes connus dans la pathologie, soit c'est une approche plus globale, dite pangénomique, ou avec deux analyses possibles, soit une étude de tous les gènes qui sont présents sur le génome, c'est environ 20 000 gènes. Il faut savoir que cela correspond à environ 1% du génome, ou soit c'est l'étude du génome dans sa globalité.
Et pour ces approches pangénomiques, il est possible en fait soit d'analyser un panel in silico de gènes pour la pathologie considérée, mais ça permet également de ce fait d'étudier des gènes d'entités chevauchantes. Et pour les neutropénies, c'est notamment le cas des gènes responsables de déficit immunitaire héréditaire ou de syndrome d'insuffisance médulaire. Ces approches pangénomiques permettent également d'envisager d'identifier des entités rares ou des gènes de syndrome plus complexes, mais pour également d'identifier de nouveaux gènes. Alors, l'avantage d'étudier le génome, eh bien, c'est d'accéder à toutes les régions non codantes du génome, c'est 98% du génome, et de mieux rechercher en fait les variants structuraux, c'est-à-dire c'est de très grandes délétions, des inversions, translocations ou l'insertion d'éléments mobiles qui représentent la moitié de notre génome. Alors, l'analyse ciblée ou l'exome, ce sont des stratégies diagnostiques qui sont faites localement au niveau des hôpitaux et dans la majorité des cas, c'est une approche de première intention, alors que le séquençage du génome se fait, c'est une stratégie nationale qui est faite dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025, pour lesquels les pathologies qui sont donc présentées aujourd'hui ont cette préindication génome sur les neutropénies, aplasie, hypoplasie médulaire, également déficit immunitaire héréditaire. Donc le parcours, quelle que soit la préindication, est identique. Il commence par une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire d'expertise, où est discuté le cas et où discuter la justification du génome. Ensuite, donc une consultation et une prescription par le médecin, qui va être soit pour le nord et l'ouest vers Sequoia, ou soit vers Oragène pour le sud et l'est. Sur ces deux plateformes sont réalisés le séquençage. Il y a possiblement des discussions sur l'interprétation, en fait, et enfin un rendu. D'une part, donc, avec une discussion donc, en RCP donc, du plan France Médecine Génomique, et d'autre part aux patients. Alors, l'analyse des données, elle comporte deux défis. Tout d'abord, le nombre de variants. On n'est pas du tout dans le même nombre de variants par patient. Quand on étudie un panel de gènes, on va être environ à une centaine de variants, donc, qui vont être en données brutes, qui vont être identifiées. Quand vous êtes sur un exome, c'est environ 20 000 variants, et un génome entier, c'est 5 millions. C'est ce qui explique que quand on est sur du panel de gènes, on étudie le plus souvent le patient, alors que sur un exome génome entier, on va demander à étudier des apparentés, soit comme le schéma l'indique là, les parents en faisant l'hypothèse de rechercher des variants chez le cas qui sont absents chez ses parents, ou soit chez plusieurs sujets atteints. Et à partir donc de ces données brutes, il y a la nécessité de filtrer pour trouver le ou les variants pathogènes. Alors comment, en fait, identifions-nous ces variants et comment on les interprète aujourd'hui? Donc pour harmoniser au niveau international, il y a eu des recommandations qui ont été définies avec 5 classes de variants, les variants de classe 4 et 5 qui sont dits pathogènes ou probablement pathogènes, qui sont rendus aux patients parce qu'ils ont un impact médical sur sa prise en charge. À l'autre extrémité, des variants de classe 1 ou 2, bénins, et qui aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, n'ont pas de bénéfice donc, dans le rendu et ne sont pas rendus. Et entre ces deux grandes classes, il y a les variants de signification incertaine. Alors, cette interprétation, elle repose sur un faisceau d'arguments. Il n'y a pas un argument, en fait, qui est suffisant. On va regarder donc ce variant, sa fréquence dans des bases de données en population générale, dans des bases de données de patients. Nous avons à notre disposition des prédicteurs de pathogénicité. On peut également réaliser des données de ségrégation. Et puis, ce qui est important, il y a l'expertise clinique, en fait, en particulier pour les formes syndromiques. On ne va pas uniquement s'intéresser à l'hématologie, mais également aux autres atteintes. Et enfin, on peut avoir accès à des données fonctionnelles. Soit le test fonctionnel existe, ou soit, en fait, on s'oriente donc vers des unités de recherche. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez donc un patient, on vous demande, en fait, quelle est l'origine géographique du patient, puisque ça, c'est important par rapport aux bases de données, d'avoir un arbre généalogique pour faire des hypothèses sur les modes de transmission qui sont diverses en fait selon le gène impliqué, et le phénotypage qui est très important donc dans l'élucidation donc de ces patients.
Alors là, c'est un schéma général sur toutes les voies physiopathologiques aujourd'hui que l'on connaît, donc comme impliquées dans les neutropénies. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans chacune des voies, mais c'est pour vous dire que la majorité en fait, des neutropénies conduisent à un stress du réticulum endoplasmique avec une activation de la voie UPR conduisant donc à la dégradation de ces protéines mal conformées. Et c'est cette anomalie, ce stress, qui conduit à une apoptose des polynucléaires neutrophiles et de ces précurseurs. Globalement, on peut dire que tous les compartiments de la cellule sont impactés. Je pourrais citer donc de façon importante tout ce qui touche la biogénèse ribosomale, le transport co-traductionnel, mais également donc le transport des protéines vers les lysosomes. Et de façon plus minoritaire, on a des facteurs de transcription, des récepteurs de chymokines ou des protéines codantes donc qui sont au niveau mitochondrial. Voilà. Enfin, je voudrais vous montrer, donc, par une dernière étude que nous avons fait, l'intérêt de l'approche génomique. Donc là, nous avons repris 60 cas pour lesquels il n'y avait pas d'étiologie après l'analyse d'un panel. Le séquençage de l'exome et génome a permis d'élucider 42% de ces cas. Et chez ces 25 cas résolus, les résultats montrent en fait qu'il s'agissait de gènes, d'entités chevauchantes, en particulier donc de gènes impliqués donc dans des déficits immunitaires qui n'étaient pas suspectés donc au diagnostic du patient, ou encore de gènes donc chez des patients qui avaient des présentations atypiques, c'était des gènes responsables de syndrome d'insuffisance médulaire, et dans une autre proportion de cas, d'un tiers, ce sont des gènes qui sont responsables de syndromes rares. La neutropénie n'est pas au premier plan, mais fait partie donc du phénotype. Voilà. Et enfin, donc pour les 50 à 60% restants, il s'agit d'identifier de nouvelles étiologies. Et là, il y a des avancées qui sont majeures avec une annotation donc, qui évolue sur toutes les régions et les variants non codants. Et enfin, quand on identifie de nouveaux gènes, eh bien, il y a très souvent la nécessité d'études fonctionnelles pour démontrer la causalité. Et ça, c'est un temps beaucoup plus long qui est en dehors du soin. Et donc pour conclure, pour nous maintenant, dans les neutropénies congénitales, on peut dire que la génétique est un examen indispensable au diagnostic et indispensable pour guider le suivi des patients. On a déjà, pour quelques exemples, des approches thérapeutiques spécifiques. C'est un levier aussi pour plus de connaissances, plus de soins, et ça suppose qu'on interagisse avec à la fois les équipes de génétique et les équipes de recherche. Plus d'informations sur le site du centre de référence. Merci. Merci beaucoup Christine et Jean. Une petite information pour mes collègues, l'horloge dont nous avons à disposition ne fonctionne pas très bien. En tout cas, vous êtes parfaitement dans le temps de présentation. Et donc on va passer au deuxième sujet sur les pathologies des télomères. Et donc c'est le professeur Caroline Canengesser et le professeur Thierry Leblanc qui vont nous exposer. Je vous passe la parole à tous les deux. Merci beaucoup. Donc, on va parler des téloméropathies. Effectivement, on va faire un topo à deux en alternant les orateurs. Donc, rapidement, pour se mettre en situation, un cas clinique, c'est un appel que j'avais eu pour une jeune femme de 20 ans qui était prise en charge pour un sang myélodysplasique. Elle avait une pancytopénie, le myélogramme avait conclu myélodysplasie et une greffe phéno, même pas tout à fait phéno, était prévue rapidement. Alors, ils avaient appelé pour un deuxième avis. Ce qui était un petit peu étonnant, c'est qu'elle n'avait aucun phénotype extra-hématologique particulier, mais quand même, là je posais question. Et ce qui était étonnant également, c'est que le karyotype était normal. Donc, quand vous posez la question à l'hématopédiatre, il pense plutôt à une maladie constitutionnelle de la moelle osseuse à cet âge-là. Et en fait, effectivement, la génétique a été majeure parce qu'elle a permis un diagnostic de téloméropathie avec une mutation de TERC. La greffe a été annulée, elle a été mise sous Danatrol et elle a très bien répondu à cela. Donc ça, c'est un premier petit message clinique. Tout sang myélodysplasique du sujet jeune doit faire penser en fait à une maladie constitutionnelle de la moelle osseuse et la génétique, bien sûr, a toute sa place dans ce diagnostic. Alors, voici rapidement le plan de la présentation. C'est un topo qui va être bien sûr centré sur les atteintes hématologiques et téloméropathie. On n'aura pas le temps de tout faire et on va essayer d'aller de la clinique au diagnostic et à quelques perspectives thérapeutiques.
Alors, concernant la physiopathologie des téloméropathies, vous voyez ici un tableau d'une vingtaine de gènes qui sont associés donc aux formes monogéniques de téloméropathie, le syndrome des télomères courts. Le point commun de tous ces gènes, c'est d'être impliqués directement ou indirectement dans la maintenance des télomères. En quelques mots, les télomères, c'est quoi? Ce sont des séquences répétées à l'extrémité de nos chromosomes qui participent au maintien de l'intégrité du génome. On distingue des sous-catégories et très rapidement, on a le complexe télomérase. Je me permets de rappeler donc le gène TERT, qui est la partie protéique de la télomérase, et bien entendu TERC, son ARN, qui permet de donner le modèle des répétitions. On a des sous-catégories qui vont concerner, très importantes, comme la maturation de ce gène TERC, mais aussi la réplication de l'ADN ou la réplication des télomères, le complexe cheltérine, et la dernière des voies, un peu plus indirecte, qui est la voie de la thymidine. Une particularité pour les modes de transmission, il est important de noter que dans la littérature, ces gènes ont pu être associés d'abord plutôt à des gènes transmis sur un mode autosomique récessif, puis on s'est rendu compte que les hétérozygotes avaient des risques de développer la maladie, donc on préfère maintenant utiliser l'appellation de monoallélique et biallélique, puisque finalement si on a une copie défectueuse ou deux copies défectueuses, on fera la maladie. Donc, sur le plan clinique, la génétique est également utile parce que le phénotype n'est pas toujours simple. Je vous rappelle que c'est des maladies qui, au départ, étaient décrites par des dermatologiques. En dermatologie, et on parle de la triade clinique avec les atteintes cutanées, inguéales, pensez à bien regarder les ongles, hein, ou des leucoplasies buccales. Vous avez ici quelques aspects, mais en pratique, cette triade, elle est très rare au diagnostic. Ça dépend vraiment des gènes. C'est surtout fréquent pour le gène DKC1. C'est aussi des signes qui peuvent apparaître au cours du temps, mais pas au début de votre prise en charge. Donc, s'ils sont présents, bien sûr, vous allez être très orienté vers une téloméropathie, mais s'ils sont absents, ça n'exclut en rien ce diagnostic. Et en fait, le phénotype, comme vous le voyez, il est extrêmement variable, avec des modes de présentation diverses. Donc, les trois grandes atteintes, ces atteintes médulaires, pulmonaire, un type de fibrose pulmonaire héréditaire ou hépatique avec des maladies vasculaires du foie ou des cirrhoses qu'on appelait autrefois cryptogénétiques. Mais ça peut aussi être un cancer, ça peut être un déficit immunitaire, ça peut être une auto-immunité, ça peut être des signes cutanés au premier plan, etc., etc. Donc, vu l'extrême variabilité du phénotype, c'est clair qu'on a besoin d'être appuyé sur le plan diagnostique. Et il y a également une variabilité d'expression un petit peu en fonction de l'âge et du gène en cause. Donc ça, c'est un tableau qui est un peu simpliste, hein, parce qu'il n'y a pas toutes les atteintes cliniques, en particulier le foie, il n'y a pas tous les gènes non plus. Mais vous voyez que les pédiatres voient des formes extrêmement sévères, qu'on appelle des syndromes de Hoyer-Alhassson, HH, qui ont des atteintes très multisystémiques dont on va parler. Les adultes voient surtout les formes liées à TERC et à TERT. Les formes DKC1, c'était typiquement des adolescents avec des signes cutanéo-phanériens au premier plan. Et c'est encore complexifié en termes d'expression clinique par les phénomènes d'anticipation génétique. Donc, vous avez un phénotype plus ou moins sévère suivant le numéro de génération atteinte, par le caractère, comme l'a dit Caroline, mono- ou biallélique de la maladie génétique, et puis également par des phénomènes éventuels de somatic genetic rescue. On va en parler un petit peu plus loin. Donc ça, pour vous donner un exemple de forme très sévère et de corrélation génotype-phénotype très forte, c'est ce fameux syndrome HH. Vous voyez que la définition, elle est assez simple, hein. Il faut avoir 4 critères parmi retard de croissance, retard psychomoteur, microcéphalie, atteinte cérébelleuse, aplasie médulaire ou déficit immunitaire. Et en fait, tous les types de transmission peuvent être décrits. Pour TNF2, c'est quasiment toujours des mutations de novo, parce que c'est des formes tellement sévères qu'il n'y a pas de génération suivante. DKC1, c'est une mutation liée à l'X. Et pour les gènes plus classiques, ça en fait ici des formes bialléliques. C'est-à-dire que ces gènes qui avaient été décrits initialement comme dominants, on s'est rendu compte qu'il y avait des patients plus sévères qui avaient des mutations sur les deux allèles. Et en termes d'expression, vous pouvez avoir atteinte digestive très sévère, comme vous le voyez sur la photo, une atrophie cérébelleuse, etc., etc. À l'inverse, à l'âge adulte, si on prend les gènes TERC et TERT qui sont les plus fréquents pour les hématologues,
vous allez avoir plutôt une pancytopénie qui n'est pas aussi progressive qu'on le voit dans d'autres maladies comme le Fanconi. Les signes d'alarme, c'est vraiment la thrombopénie qui est souvent la lignée la plus atteinte, associée à une macrocytose importante et puis et bien sûr possible une pancytopénie. Et au cours de l'évolution, soit des patients sont diagnostiqués au stade de SMD, parce qu'ils peuvent aussi faire des vrais SMD avec évolution clonale, soit ils sont diagnostiqués au stade d'insuffisance médulaire, mais ils peuvent évoluer vers une SMD. Donc un tableau qui peut être sévère sur le plan hématologique, d'autant plus qu'il existe ou non des atteintes associées, foie, poumon, etc. Alors, pour les aspects diagnostiques, on a la chance ici, et c'est important, comme l'a dit Christine tout à l'heure, d'avoir un aspect fonctionnel. On a un test qui a une évaluation de la longueur des télomères. C'est un test qui a été difficile à mettre au point. La méthode de référence est en FlowFish. C'est fait dans un seul laboratoire en France par Élodie Lenné à Robert Debré. Et là, vous voyez sur la courbe indiquée des patients qui ont un tableau de téloméropathie. Il y avait 137 patients. Mutation identifiée dans presque 70% des cas. Vous voyez les gènes représentés, c'est essentiellement TERC et TERT. Et le gène DKC1, le gène classique de la dyskératose, finalement, c'est assez rare. Et tous ces patients, ce sont les points rouges, ils ont des taux inférieurs au premier percentile, qui est une barre importante pour interpréter la longueur des télomères et le poids des variants. On sait que plus les télomères sont courts, plus le tableau clinique est sévère, en particulier sur le plan hématologique. Ça a été bien validé. Mais il faut savoir qu'il y a un petit peu une zone de flou entre le premier et le 10e percentile. On trouve encore quelques cas de téloméropathie authentique qui sont prouvés génétiquement, mais on voit aussi d'autres maladies de la moelle osseuse constitutionnelle. On peut voir aussi des rassopathies, on peut voir des syndromes hépatite-aplasiques, qui sont une maladie acquise où les télomères sont extrêmement raccourcis. Donc, ce n'est pas tout à fait formel et ce n'est pas toujours d'analyse difficile, la longueur des télomères. Alors, en France, pour le moment, on a gardé pour l'analyse génétique des téloméropathies le panel de nouvelle génération en première intention. Comme nous a expliqué tout à l'heure Christine, on va étudier de façon ciblée la vingtaine de gènes qu'on avait listés tout à l'heure. On va avoir sur l'ensemble des patients qu'on reçoit au laboratoire, ça veut dire sur un recrutement mixte de patients qui ont les atteintes évoquées par Thierry tout à l'heure, les fibroses pulmonaires, les insuffisances médulaires et les maladies vasculaires du foie, environ 30 patients porteurs d'un variant pathogène. Les gènes qu'on retrouve le plus souvent vont être TERT et TERT, qui codent la télomérase, et aussi le gène RTL1 et PARN. On est confronté, comme beaucoup de généticiens, à ce que Christine nous a appelé les classes 3 ou les variants de signification indéterminée. On est en difficulté pour pouvoir conclure avec les données dont on dispose et on a donc la chance de pouvoir bénéficier de la mesure de la taille des télomères qui peut être adressée à Robert Debré et avec une petite limite donc sur l'âge puisqu'il faut que ces patients aient moins de 65 ans puisqu'il n'y a pas de contrôle disponible pour la gamme d'âge supérieure. Il faut faire attention, on peut être amené, les patients peuvent être amenés à recevoir un résultat c'est plutôt les médecins qui vont recevoir ce résultat d'un variant qu'on ne comprend pas, donc c'est classe 3, et soit on échange avec vous, mais un variant peut changer de classe. Il peut passer de on ne comprend pas à pathogène, et un peu plus rarement dans l'autre sens, et donc on rend un variant dans l'état actuel des connaissances. Christine a évoqué aussi la possibilité en France maintenant de faire des séquençages de génome. Quel est le bilan pour les téloméropathies sur Sequoia et Auragène ? Un bilan non conclusif. L'étude des patients inexpliqués par le génome ne nous a pas permis de mieux comprendre ces patients. On a quelques pistes d'explication, peut-être parce que le panel NGS reste performant et en première intention. La difficulté de prélever parfois les apparentés. Cette interaction aussi gène-environnement forte pour les différentes présentations cliniques et l'existence de phénocopies. Les phénocopies, c'est quand un patient va avoir le phénotype attendu, mais pas la mutation familiale. Et pour finir, on peut s'interroger sur la possibilité que des modes d'hérédité plus complexes contribuent à la survenue de nos maladies, peut-être d'hygiénisme ou oligogénisme. Depuis quelques années, on parle de Somatic Genetic Rescue en anglais. Tout à l'heure, Jean l'a évoqué comme l'hématopoïèse clonale protectrice. Ça rentre un petit peu dans le même genre. C'est quoi ? On va chez nos patients, dans le sang, identifier des variants somatiques acquis. Et ces variants
si on parle de génétique rescue, vont pouvoir, en tout cas au niveau cellulaire, contrebalancer le défaut constitutionnel. L'idée vraiment générale de ce Somatic Genetic Rescue, c'est une thérapie cellulaire naturelle. Et donc, il y a une sélection positive et on espère un effet positif sur la cellule. Ça a pu être montré dans une petite cohorte hématologique décrite par Marie Armagnos, où chez des patients, l'acquisition de ces variants somatiques permet d'être un peu protégé de la transformation tumorale. Et pour nous, au laboratoire, en tant que généticiens, ça peut nous amener des fois, si on a en fait la combinaison chez un patient d'un variant germinal qu'on ne comprend pas très bien, donc classé 3, avec un variant somatique dans un gène de la voie des télomères, va nous permettre de parfois pouvoir reclasser ou d'aider à classer les variants. Alors, sur le plan thérapeutique, on a un peu moins avancé que pour les neutropénies. Pour l'instant, il n'y a aucune thérapie ciblée et quel que soit le gène, globalement, on peut éventuellement établir un pronostic, mais on ne va pas déterminer une thérapeutique spécifique. Donc, pour les aspects hématologiques, il y a deux options aujourd'hui. Il y a d'une part les traitements par les androgènes. Alors, en pratique, on utilise surtout le danazol, qui est assez peu virilisant. Vous savez peut-être qu'il y avait un article un peu retentissement dans le New England avec y compris des réallongements des télomères. Bon, les résultats qui ont essayé de reproduire ceci, les études n'ont pas été aussi enthousiasmantes. Donc en France, il y a eu un PHRC Androtello qui avait inclus des patients avec fibrose pulmonaire. Donc 14 ont eu les 12 mois de traitement a été évaluable et des patients avec atteinte hématologique pour lesquels le recrutement était plus difficile puisqu'il n'y avait que 5 patients. Pour se limiter à la correction hématologique, on sait depuis très longtemps que les androgènes marchent dans les aplasies médulaires, en particulier quand elles sont constitutionnelles. Et effectivement, les 5 patients ont eu des réponses qui sont partielles mais significatives, surtout sur les rouges comme très souvent, mais aussi un petit peu sur les plaquettes, ce qui peut les mettre à l'abri éventuellement des problèmes hémorragiques. L'autre option, c'est la greffe, mais quand vous voyez les résultats de la greffe, ils sont quand même extrêmement décevants. En particulier, il n'y a pas de plateau. Et la raison en est qu'on a l'impression que la greffe accélère l'évolution naturelle de la maladie pour les autres atteintes hépatiques, spléniques. Et donc, les patients font des complications très sévères dans les années qui suivent la greffe, pas immédiatement. Alors, on essaye de prendre les meilleurs donneurs possibles, bien sûr. On essaie de faire des conditionnements non toxiques, mais ça paraît difficile de pouvoir lutter contre l'évolution naturelle de la maladie. Il y a en plus le problème des atteintes associées. Parfois, on s'adresse à un patient pour présenter de cytopénie, il a déjà une fibrose pulmonaire, on tombe sur une myélodysplasie, on sait qu'il faut le greffer alors que le poumon ne fonctionne pas. C'est vraiment extrêmement difficile. Et vous savez qu'il y a une RCP tous les 15 jours, une RCP nationale, et quand on a un patient avec pancytopénie clinique, impact clinique, le premier réflexe quand même, c'est de tenter les androgènes plutôt que de partir sur une greffe qui paraît extrêmement aléatoire. Et malheureusement, on n'a pas d'autres thérapeutiques aujourd'hui à proposer sur le plan hématologique. Alors, on voulait parler un petit peu du conseil génétique et je vous mets un petit peu en garde. Pour moi, qui voit beaucoup de maladies constitutionnelles, c'est vraiment le pire du pire d'annoncer une téloméropathie. D'une part parce que c'est une maladie gravissime, bien sûr. D'autre part parce qu'il y a le problème des apparentés et vous êtes ramené à dire aux parents que non seulement leur enfant a une maladie dramatique, mais que probablement un des deux est malade, voire les deux sont malades et nécessitent d'être suivis sur les plans hépatiques, pulmonaires et hématologiques. Il y a le phénomène d'anticipation qui est dur à vivre pour les familles parce qu'ils se rendent compte que la génération en cours, les enfants, vont avoir une évolution beaucoup plus sévère que eux ou leurs grands-parents. Alors, pour être un petit peu optimiste, on peut dire qu'il y a une variabilité d'expression majeure, et ça, c'est vrai. Par exemple, dans une même fratrie, celui qui fume va faire une fibrose pulmonaire et celui qui ne fume pas va vieillir tranquillement. Il y a le phénomène de réversion, et puis il y a d'autres problèmes complexes. Caroline a parlé un peu des phénocopies, mais ce n'est pas simple à expliquer aux parents. Il y a le diagnostic asymptomatique quand on n'a rien à proposer. Et c'est difficile parfois pour les candidats donneurs de moelle qui ne voudraient pas être testés, mais qu'on est obligé de tester, bien évidemment. Et puis, il y a les enfants. Je vous rappelle, la loi bioéthique, normalement, protège les enfants. Pour vous dire que moi, c'est les seules annonces que je fais éventuellement avec un psychologue avec moi. Les autres, je m'en sors tout seul, mais pour les téloméropathies, c'est vraiment difficile.
On vient d'évoquer la gravité particulière de cette maladie. Donc, les couples peuvent bénéficier d'un diagnostic prénatal ou d'un diagnostic préimplantatoire et même d'un diagnostic prénatal non invasif si les laboratoires arrivent à synthétiser ce qu'il faut pour détecter donc cette fraction très faible dans le sang des mamans. La difficulté, quand même, comme vient de le souligner Thierry, c'est qu'avec le risque d'anticipation, c'est pas toujours facile de savoir en fait ce qui pourrait arriver sur la génération, mais quand même, l'observation de très nombreuses familles maintenant avec téloméropathie permettent de valider l'indication d'un diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Il y a le problème pour ces couples, on a parlé tout à l'heure de la transmission des télomères courts, indépendamment de la mutation, et donc de plus en plus, certains s'orientent vers des dons de gamètes. Et de plus, on a évoqué que les parents souvent ne sont pas encore des signes de la maladie, mais vont pouvoir évoluer donc de présymptomatique à symptomatique dans l'avenir. Donc en perspective, vous avez compris que cette maladie qui est liée au vieillissement est vraiment très variable sur le plan phénotypique. Il ne faut pas hésiter à demander un test génétique pour vous aider, également la longueur des télomères. On a encore des gènes à identifier parce qu'on les forme, on classe pas tous les patients. L'impact clinique des phénomènes de somatic genetic rescue est encore à établir, mais pour l'instant, c'est uniquement sur le plan hématologique. Et il y a aussi tout le problème des phénocopies, ces patients qui ont hérité de télomères courts sans avoir le variant, mais qui peuvent quand même s'exprimer. Alors, on a un nouveau PNDS qui vient d'être actualisé et qui va être mis en ligne très rapidement. Vous savez qu'il y a la RCP du centre de référence. Et sur le plan thérapeutique, il y a beaucoup de recherches in vitro très fondamentales, mais encore rien sur le plan clinique, et en particulier pas de projet de thérapie génique, ce qui est logique vu l'aspect très multisystémique. Je voulais remercier tous les intervenants sur les téloméropathies en France, donc les gens du centre de référence, bien sûr, avec les sites adultes et pédiatriques. Et on a la chance d'avoir à Paris aussi un centre de référence pour le poumon, avec Raphaël Bory à Bichat, et un centre de référence pour le foie, en particulier avec Aurélie Plessier à Beaujon, qui seront prêtes à vous aider pour la prise en charge de ces patients. Merci Caroline, merci Thierry. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat. On va donc aborder le troisième et dernier sujet qui concerne les cytopénies auto-immunes et déficits immunitaires, avec un tandem composé du docteur Nathalie Aladjidi et du docteur Frédéric Rieuleca. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Cette dernière présentation donc, va traiter de maladies dites acquises, transitoires et qui, dans un petit nombre croissant de cas, peuvent être génétiques. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous raconte l'histoire de ce jeune garçon né en 90 qui a présenté à l'âge de 13 ans un PTI, maladie auto-immune qui normalement guérit dans 80% des cas lorsqu'elle débute à l'âge pédiatrique. Ce PTI est devenu chronique pendant plusieurs années, des poussées de syndrome hémorragique, de thrombopénie, des traitements de première ligne, corticoïdes, immunoglobulines, et une escalade de traitements de seconde ligne, puisqu'au fil du temps est apparue une anémie hémolytique auto-immune, c'est donc un syndrome d'Evans, toute bi- ou tri-cytopénie simultanée ou décalée dans le temps. Ce jeune garçon a présenté quelques années après une symptomatologie pulmonaire, de l'encombrement, du bronchospasme, sur un scanner et sur des EFR avec TLCO. C'est une pneumopathie interstitielle lymphoïde, donc dysimmunitaire, qui est caractérisée. Puis il a présenté une hypogammaglobulinémie, les médecins d'adultes disent DICV, avec des infections bactériennes, le besoin d'une substitution en immunoglobulines. Un parcours d'une dizaine d'années, un psoriasis à l'âge de 20 ans, un parcours d'une dizaine d'années marqué par des escalades de seconde ligne parfaitement inefficaces sur sa symptomatologie. Alors, il a un syndrome d'Evans, c'est l'occasion de faire un petit cocorico au plan maladies rares et à ce qu'il a permis de mettre en place en France depuis 20 ans grâce aux 30 centres de pédiatrie, d'hémato-immunologie pédiatrique, les cytopénies auto-immunes à début pédiatrique, PTI chronique, AHAI, syndrome d'Evans. On a la chance d'avoir des informations sur plus de 2400 patients à ce jour, plus de la moitié sont adultes et au fil du temps, l'histoire n'est pas écrite au début, mais s'écrit à l'âge adulte. 2/3 des patients seulement qui ont un PTI chronique ou une anémie hémolytique auto-immune isolée restent purement primaires et 20% des syndromes d'Evans simplement. C'est un vrai enjeu pour les pédiatres de continuer à faire suivre ces enfants-là dans les réseaux d'adultes correspondants.
Et le syndrome d'Evans, c'est un modèle en soi, avec des effectifs considérables d'enfants et un suivi médian important. On a pu montrer qu'il y a une suspicion de maladies génétiques sous-jacentes chez la plupart de ces patients. Un fort pourcentage de consanguinité chez les parents, 8 à 10%, d'anamnèse familiale dysimmunitaire chez les apparentés de première ligne, à peu près 30%. Et surtout, au fil des années, la courbe du milieu vous montre que l'AHAI ou le PTI ou la neutropénie ne sont plus un problème et sont en rémission. En revanche, apparaissent sur la courbe en haut à droite des manifestations immunopathologiques d'organes, lymphoprolifération non maligne, vitiligo, Miki, thyroïdite de Hashimoto, etc. Ou des manifestations immunopathologiques biologiques, parmi elles donc le déficit humoral, la lymphopénie, un déficit combiné, les biomarqueurs d'ALPS ou de lupus. Donc c'est un enjeu important qu'est la transition dans ces maladies-là pour bien formaliser et organiser le relais du suivi par les internistes pour améliorer la morbimortalité, 10% de mortalité pour le syndrome d'Evans. Et cette cohorte a permis de montrer ces enjeux, justement, pourquoi essayer de faire précocement un diagnostic de maladie génétique. Survie à 20 ans de 89% pour l'ensemble de la cohorte et significativement moins bonne quand l'enfant a un syndrome d'Evans ou quand l'enfant a une cytopénie auto-immune non primaire. Donc, tout au long du suivi clinique de ces patients, on cherche, lorsqu'il existe des anticorps antinucléaires positifs, à surveiller l'apparition d'un lupus érythémateux disséminé. Le lupus a début pédiatrique, il est dans 10% des cas monogéniques, il est grave, avec des taux de mortalité qui sont importants. Et la surveillance est très clinique, chercher à chaque consultation 2-3 fois l'an des anomalies rénales, cutanées, rhumatologiques, neurologiques, quelquefois céphalées, AIT, et puis chercher des biomarqueurs de lupus, et toute la liste est indiquée dans cet article et dans les PNDS, avec essentiellement la signature interféron, qui est un petit élément récent d'orientation vers ce type de pathologie causale. Et puis, c'est ma dernière diapositive avant de transmettre la parole. Chercher devant une cytopénie auto-immune, surtout lorsqu'il y a d'autres manifestations dysimmunitaires, une maladie génétique du système immunitaire. C'est là aussi ce qu'on a essayé de vous présenter dans les 2 PNDS, PTI et AHAI de l'enfant et de l'adolescent. Le PNDS Evans est en cours de rédaction. Et on peut, lorsqu'on a un faisceau d'arguments cliniques et biologiques, retrouver à ce jour, en 2026, un déficit immunitaire génétiquement confirmé chez 30 à 40% des patients atteints de syndrome d'Evans à début pédiatrique et chez moins de 5% des patients qui ont été beaucoup moins explorés, atteints de PTI chronique ou d'anémie hémolytique auto-immune. Alors, comment cherche-t-on ces maladies génétiques du système immunitaire? Nous avons la chance en France d'avoir des laboratoires de soins, le laboratoire du CEDI, un panel NGS et des laboratoires de recherche. Et c'est ce que Frédéric va vous dire. Merci Nathalie. Donc oui, comment la recherche peut essayer d'améliorer les choses et d'apporter des connaissances qui vont bénéficier aux soins. Il y a une trentaine d'années, on a commencé à travailler sur les déficits et les dysrégulations immunitaires primitives, et essentiellement sur des syndromes lymphoprolifératifs auto-immuns. On avait découvert les mutations du gène FAS, et à l'époque, c'était un peu la première démonstration qu'un gène pouvait être responsable d'une maladie auto-immune, familiale ou spontanée. Et donc, on a également travaillé sur les cytopénies auto-immunes en collaboration avec le CEREVANS et aussi sur le lupus pédiatrique. Donc, on retrouve les pathologies qui ont été évoquées précédemment. Et en fait, on a mis en place depuis une quinzaine d'années un pipeline assez simple en fait de séquençage NGS. Alors, on avait commencé par des panels et puis maintenant par de l'exome. Et quand des mutations dans un gène connu sont identifiées, c'est transmis aux cliniciens et il faut valider ces mutations dans un laboratoire de génétique de routine pour ensuite éventuellement pouvoir que le patient puisse accéder au traitement s'il y en a un. Et le but de la recherche, c'est d'essayer de comprendre les mutations qui sont dans les autres gènes, de comprendre la pathophysiologie, les mécanismes de la pathophysiologie pour éventuellement également identifier des cibles thérapeutiques. Alors, une fois qu'on identifie... Donc, l'idée, c'est de partir du patient, de faire la recherche sur les cellules du patient pour essayer de revenir le plus rapidement possible au patient.
évidemment, quand on trouve des mutations, ça veut pas dire, dans un gène, ça ne veut pas dire que c'est ce gène-là qui est causal, il faut le démontrer, et pour ça, il y a un ensemble d'analyses qui sont maintenant mises en place, que ce soit des immunophénotypages détaillés par des approches de type Cytov, du dosage de cytokines dans le plasma, et également des analyses moléculaires assez fines d'expression des gènes en cellules uniques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer le profil d'expression de 5000 gènes au sein d'une cellule et des différents types cellulaires, ce qui va aider à mieux caractériser la mutation. On va aussi mettre en place des modèles cellulaires pour essayer de reproduire le phénotype observé chez le patient en éditant les cellules, aujourd'hui avec les approches CRISPR, où on peut utiliser des modèles animaux. Au CEREDI, il y a donc maintenant une collection d'environ 10 000 patients. Cette diapositive il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, sur 6 000 cas qui étaient répertoriés à l'époque, il y avait eu une étude épidémiologique de survenue de maladies auto-immunes chez les patients qui présentent un déficit immunitaire ou une dysrégulation immunitaire primitive par rapport à la population générale. Et ce qu'on peut voir, c'est que les cytopénies auto-immunes, chaque patient qui présente ces PID ont un risque relatif de développer ces cytopénies auto-immunes qui est bien supérieur à la population générale, 830 fois pour les anémies hémolytiques et 80 fois pour les PTI, ce qui veut dire que l'auto-immunité peut être un signe révélateur de déficit immunitaire, de dysrégulation immunitaire primitive, et donc c'est le rationnel pour aller rechercher des causes monogéniques, et donc devant des enfants des formes précoces de cytopénie auto-immune ou d'auto-immunité, il est important d'aller faire des études génétiques. Alors, est-ce que toutes les maladies auto-immunes à début précoce sont des maladies monogéniques? On avait fait une étude avec Jérôme Adjadj sur le syndrome d'Evans, donc des bicytopénies, où on avait fait un exome chez 80 patients, et cette étude a été complétée avec le CEREVANS et avec l'équipe de Nathalie Eladjidi sur 200 patients. Mais sur cette première étude, on voyait que chez 2 tiers de patients, on pouvait voir des mutations dans des gènes liés au système immunitaire, et chez 40% de ces mutations, c'était des causes connues de déficit et de dysrégulation immunitaire primitive. On trouvait des mutations mono- ou bialléliques, mais essentiellement monoalléliques, dans des gènes qui sont importants pour la réponse immunitaire et qui pouvaient permettre d'initier des traitements ciblés. Des mutations sur les gènes des checkpoints immunitaires, CTLA4 en particulier, avec le traitement par abatacept, des mutations sur la voie JAK-STAT qui conduit à l'hyperactivation de cette voie en réponse aux cytokines et donc des traitements par JAK inhibiteurs, des mutations de la voie NF-kappa-B qui sensibilisent les cellules au TNF et donc des traitements par anti-TNF, des mutations de la voie d'apoptose comme FAS ou FAD qui conduit à une hyperactivation de la voie mTOR, ou encore des mutations directes de la voie mTOR dans les hépatites auto-immunes conduisent à des traitements par des mTOR inhibiteurs, et puis des pathologies plus compliquées comme les actinopathies et d'autres pour lesquelles il n'existe pas aujourd'hui de traitement ciblé et qui peuvent conduire à une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, je vais illustrer juste par un exemple l'apport de ces études génétiques et de recherche. Il s'agit d'un cas, c'est la famille de gauche, où la petite fille, tout en bas à gauche, avait un PTI extrêmement réfractaire au traitement et qui saignait énormément. Et sa maman avait fait un PTI dans l'enfance et souffrait d'une thyroïdite auto-immune. Et on avait identifié une mutation hétérozygote de SOX1, donc héritée de la maman, dans cette famille. On avait seulement ce cas, et en collaboration avec une équipe à Freiburg, l'équipe de Stéphane Hell, et avec Alexandre Bello à Lyon, on a mis en évidence des mutations hétérozygotes de ce gène dans d'autres présentations, des lymphoproliférations auto-immunes et aussi des lymphomes de Hodgkin classiques, dans des lupus à début pédiatrique. Et là, dans la famille de droite, on peut voir un lupus rénal avec un psoriasis sévère, donc chez des patients qui portent la même mutation du gène SOX1. Les symboles en noir sont les patients, donc ceux qui ont développé des symptômes. Il existe des porteurs asymptomatiques, ce sont les individus en gris qui portent exactement la même mutation, mais qui ne développent pas de symptômes jusqu'à présent. Alors, SOX1, c'est un régulateur négatif de la voie de JAK-STAT. Et JAK-STAT, c'est la voie de signalisation des cytokines, des facteurs de croissance du système immunitaire. Une fois que la cytokine est fixée sur son récepteur, on va avoir l'activation des kinases JAK qui vont phosphoryler les facteurs de transcription STAT qui vont aller dans le noyau et induire un grand nombre de gènes nécessaires à la réponse immunitaire. Et parmi ces gènes, il y a SOX1 qui est donc le régulateur négatif. Donc on a une boucle de régulation négative
Et quand il y a moins de SOX, eh bien, il y a plus d'activation et donc un emballement de la réponse immunitaire. Donc, il existait, quand on a découvert ces mutations, déjà des traitements sur le marché, donc les inhibiteurs de JAK, et on avait pu montrer in vitro que ces inhibiteurs étaient efficaces pour ramener les cellules dans un état fonctionnel. Et in vivo, ces traitements ont d'abord été utilisés de façon compassionnelle chez des patients qui avaient des formes sévères d'atteinte cutanée, comme ici des granulomes ou un psoriasis, et ces inhibiteurs ont montré leur grande efficacité. Il est intéressant de noter que le psoriasis, c'est dans la même famille que le lupus rénal, et donc on peut avoir ces deux pathologies qui peuvent être traitées par la même drogue, puisqu'il s'agit de la dérégulation de la même voie. Quand on a fait une étude plus large au niveau européen des porteurs de mutations de SOX1, on peut voir que d'abord le phénotype est extrêmement large, et beaucoup plus large que juste des cytopénies auto-immunes ou des lupus à début pédiatrique, et notamment les formes les plus fréquentes sont des formes allergiques qui montrent que un gène n'est pas associé à une maladie, et ça c'est une notion passée du XXe siècle qu'il faut oublier, mais un gène peut être associé d'une part à un grand spectre clinique qui peut aller de l'absence de symptômes, ce sont les porteurs asymptomatiques, les porteurs sains, donc la pénétrance incomplète, ou à des formes variables de manifestations auto-immunes de sévérité variable. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'auto-immunité à début précoce peut être causée par des maladies monogéniques et que ces mutations peuvent se retrouver aussi dans des formes adultes pour certains gènes, que ces rares mutations hétérozygotes peuvent être présentes chez un individu de la famille qui est sain ou chez chez un relatif de la famille qui a une pathologie qui n'est pas semblable ou qui est parfois très différente de celle du cas index. Et donc, l'enquête familiale est extrêmement importante pour essayer de déterminer les causes monogéniques de ces pathologies. Donc, ces pathologies ont une indication à faire des analyses génétiques. Donc, ça peut être par des panels. Par exemple, pour les déficits immunitaires, il s'agit du panel du CEDI à Necker ou du panel inflammatoire à Montpellier. On peut avoir des exomes à visée de recherche, mais il y a aujourd'hui la disponibilité de génomes cliniques, donc Sequoia, Auragène, après passage par une réunion de concertation pour déterminer si le patient peut avoir droit à ce génome clinique. Le problème reste le même que dans toutes les analyses génétiques, les variants de signification inconnus, et dans ce cas-là, il faut aussi compléter avec le tableau familial, avec l'histoire familiale, des analyses immunologiques, les réponses vaccinales, la prolifération aux antigènes et aux mitogènes, un phénotype complet et de lymphocytes T naïfs et mémoire qui aideront à la caractérisation des variants qui ont été identifiés. Et ces études sont importantes puisqu'elles vont permettre à certains patients de leur offrir un traitement ciblé qui permettra de vraiment bloquer l'anomalie qui est associée à cette cause monogénique et donc d'avoir une plus grande efficacité et des effets indésirables diminués. Et sur cette conclusion, je vais repasser la parole à Nathalie. Du patient à la recherche et de la recherche au patient. Ce patient a illustré en 2015 un des premiers contextes cliniques où un variant pathogène de CTLA4 a été identifié, variant pathogène également retrouvé chez sa sœur, et variant pathogène qui implique une voie de co-stimulation de checkpoint inhibiteur et qui donne lieu à un traitement ciblé qu'est l'abatacept, qu'il a reçu et qu'il reçoit encore, d'abord tous les 15 jours, puis toutes les 3 semaines, puis toutes les 4 semaines, avec la poursuite d'une substitution en immunoglobuline, et moyennant quoi les manifestations infectieuses qu'il présentait, les manifestations dites immunitaires, les poussées de cytopénie auto-immune qui étaient traitement dépendants se sont parfaitement amendées, il a repris une vie normale. Toute cette histoire pose la question, et ces patients sont maintenant de plus en plus nombreux, de deux enjeux. Le diagnostic le plus précoce possible d'une maladie génétique pour éviter tous ces parcours où des traitements non spécifiques sont donnés. Si on peut donner plus tôt un traitement ciblé, c'est quand même plus intéressant. Et puis la deuxième chose, c'est où va-t-on ? Et là, c'est les 10 années à venir qui vont nous le dire.
Est-ce que ces traitements sont destinés à être poursuivis au long terme avec des effets d'indésirables de tolérance qui sont encore inconnus, ou est-ce que ce ne sont que des ponts pour préparer à une greffe de moelle de cellules souches hématopoïétiques dans une maladie génétique du système immunitaire? Nous remercions tous, je crois, autour de la table collectivement, le réseau des cliniciens, le réseau des biologistes, soins, recherche, PFMG, et nous remercions la filière Marie de nous permettre ce type d'échange. Eh bien, merci à vous tous. Merci pour ce voyage passionnant dans le domaine de la génétique, utile aux cliniciens et surtout utile aux patients. Merci de nous avoir rappelé, Frédéric, que nous étions au XXIe siècle. Et même au XXIe siècle, on voit des progrès absolument fabuleux. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, alors je vais commencer quelques questions. Je me tourne vers Jean. On a parlé des variants somatiques acquis dans les pathologies des télomères. C'est un phénomène tout à fait passionnant. Jean, tu nous as parlé des risques de complications leucémiques ou myélodysplasiques. Pourquoi certains patients en font et d'autres pas? Je crois que tu as travaillé sur des études de variants acquis, myéloïdes acquis, qui peut-être permettraient de... En tout cas, je ne sais pas si c'est de protéger le patient ou en tout cas de lui éviter la survenue d'une hémopathie. Tu peux nous en dire plus? C'est une piste sur laquelle il y a des équipes de recherche qui travaillent. C'est une maladie qui est la maladie de Schwarzman-Diamond, qui est en lien avec une mutation d'un gène qui s'appelle SBDS, qui est un gène qui code pour une protéine ribosomale. Il se trouve que la mutation de SBDS bloque l'élongation de la production de protéines par le ribosome, et il se trouve que dans la machinerie disons moléculaire, il y a différents facteurs qui arrivent, mais il y a des facteurs de blocage de l'élongation et des facteurs de libération de l'élongation. Et parmi ceux-ci, il y en a un des facteurs qui s'appelle le EIF6, et il a été noté d'abord que, curieusement, dans la maladie de Schwarzman, on voyait beaucoup d'anomalies, alors soit cytogénétiques acquises, en particulier une DEL20Q qui emportait cette protéine, ou des anomalies de IF6 qui semblaient en tout cas réverser le phénotype, et en tout cas ça a été démontré sur des modèles de cellulaires et des modèles de mouches. C'est quand même des fondamentales, mais à partir du moment où on a pu démontrer que si on bloquait UF6 dans une mouche SPDS, on arrivait à améliorer son phénotype. Il y a des équipes qui travaillent sur ce concept de blocage de EIF6 dans le Schwarzman pour essayer d'améliorer finalement l'expression hématologique et les complications hématologiques qui sont directement liées à la mutation SBDS. Et voilà, c'est des pistes de travail. À ce jour, j'ai pas des résultats cliniques à vous montrer, mais il y a des équipes, en tout cas c'est surtout l'équipe anglaise du Cambridge, mais aussi d'Imagine et Patrick Révy qui travaillent sur ce concept. Et c'est très prometteur, mais des fois, la recherche, c'est long, et on a des fois une très très bonne idée et des concepts, et après, il faut passer à la réalisation, ce qui est des fois plus long. Voilà, mais on en est là. En tout cas, il y a vraiment des travaux très sérieux là-dessus. Alors, une question à Christine et Caroline, avec l'aide de Frédéric, la participation de Frédéric. Est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer le diagnostic génétique, on va dire, de première intention? NGS, exome? De plus en plus, en fait, je dirais qu'il y a des équipes, quelle que soit la maladie, qui partent vraiment vers une approche exome ou génome, parce qu'il y a le bénéfice de pouvoir réanalyser avec l'avancée des connaissances. Quand vous avez fait un panel et que le gène d'intérêt qui vient d'être publié n'est pas dans votre panel, vous devez refaire une analyse. Là, en fait, vous ressortez, je dirais en quelque sorte, vos données et vous les réanalysez, soit parce qu'il y a un nouveau gène, et puis aussi il y a beaucoup d'avancées sur les outils informatiques, vraiment les outils d'analyse, et en particulier là en fait on voit sur les régions non codantes du génome, il y a des avancées majeures en fait, et donc il y a réellement encore beaucoup à attendre de ces analyses pangénomiques.
Ce qui est certain, comme tu as dit à l'instant, c'est que peut-être le passage sur des plateformes du PFMG éviterait peut-être de faire de nombreux panels qui se chevauchent et qui coûtent cher à notre société, malgré tout. C'est une question. Et surtout qui augmente les délais pour les patients. On a vu qu'il y a quand même des risques dans certains des syndromes dont on a parlé de transformation. Mais la discussion du PFMG première intention pour le n'a pas été encore admise sur les différentes préindications qu'on a faites, c'est ça, on l'a pas admis. Et c'est vrai qu'il faudrait être en mesure aussi qu'ils aient des délais assez rapides. Bon, c'est vrai qu'on en discute avec Thierry tout à l'heure, finalement, sur les plateformes, ils peuvent aller assez vite maintenant. Donc c'est une discussion qu'on va devoir avoir tous ensemble, malgré tout. Mais dans les pathologies des télomères, votre NGS a l'air parfait. Non, mais on regarde. À mon avis, où on pourrait améliorer au-delà de, comment on dit, le taux de positif, c'est peut-être sur les délais de rendu où, bon, dans les services de génétique actuellement, il manque un peu de moyens et on pourrait être un peu meilleur peut-être. Non, ça, merci de répondre à la question que je n'osais pas vous poser. Mais... voilà, c'est peut-être, non mais améliorer. Oui, en effet, je pense qu'on a des outils relativement performants maintenant, complètement. Frédéric? Oui, alors je pense que le Genome First se pose vraiment aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui va être disponible et même s'il n'y aura pas de rendu immédiat avec l'agrandissement des connaissances, on pourra revenir sur ces données et éventuellement diagnostiquer un défaut génétique chez un patient même 10 ans plus tard. On le voit déjà avec nos exomes où, en revenant sur les exomes, on s'aperçoit qu'il y avait des mutations, le gène n'était pas connu, ou des mutations de ce gène n'étaient pas connues dans cette indication clinique. Donc, je pense que d'avoir le maximum d'informations, c'est toujours le mieux. Il y a effectivement cette discussion du délai. Il y a éventuellement la discussion pour des maladies qui peuvent être plus somatiques, de la profondeur du séquençage. Et dans ce cas-là, effectivement, les panels ont un certain avantage parce qu'ils sont plus profonds et donc on peut détecter éventuellement des mutations somatiques quand il y a au moins 5% des cellules circulantes qui sont mutées. Ça reste un point de discussion, mais voilà. Mais comme l'a bien souligné Christine, la bioinformatique, on va donner un peu d'espoir à tout le monde. Demain, que ce soit par le biais des réanalyses, d'interroger des bases comme ClinVar ou les publications, c'est peut-être là-dessus. Et nous, des outils peut-être un tout petit peu plus... D'où ça reste quand même un métier très manuel pour nous tous. Que peut-être l'intelligence artificielle, on n'a pas utilisé le gros mot aujourd'hui, pourrait nous aider quand même à un moment à aller plus vite dans les diagnostics. Voilà, des choses intégrées, mais on y travaille. Et même sur le PFMG, ils travaillent à essayer d'intégrer tout ça. Il y a un autre point, c'est le partage d'informations. Il y a de plus en plus, il y a Gene Matcher, où on partage, ou Variant Matcher, on partage donc nos informations au niveau international. Ça, c'est important pour des maladies qui sont très rares, où il n'y a que moins de 5 cas qui sont identifiés. Merci pour la grande qualité de vos interventions. On va terminer par les actualités Marie. Tout d'abord, je vous rappelle les MOOC qui couvrent l'ensemble du panel de la filière Marie. 2 nouveautés destinées aux patients, pour l'aide des patients, d'abord pour la mastocytose, puis pour les syndromes hyperéosinophiliques. La journée nationale de la filière Marie aura lieu le 5 juin 2026 en présentiel et en visioconférence. Vous êtes cordialement invités à participer en présentiel à cette journée. Les soirées cliniques auront lieu en mai et en novembre, en PACA-Corse et en Centre Val-de-Loire, pour les internes aidés par des seniors. La soirée thématique de Marie aura lieu le 15 septembre sur le domaine de la neurologie associée aux maladies auto-immunes et aux autres maladies de la filière Marie. Et enfin, pour terminer, l'agenda des centres de maladies rares, vous voyez, donc vous êtes cordialement invités. Merci d'avoir participé à ce webcast. Et en ce qui concerne les webcasts, eh bien, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Au revoir et bon après-midi.